Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes toujours au cœur de cette actualité, au cœur du Covid-19, puisque vous le savez, c'est cette pandémie aujourd'hui qui est en train de décimer des milliers de personnes à travers le monde. L'Afrique aujourd'hui est regardée attentivement par ses fils et nous avons l'un d'entre eux sur notre plateau, c'est le docteur Jean-Jacques Moka. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Stéphane Kosso. Pour vous interviewer ce soir, je suis accompagné de Doriska Mozenze. Bonsoir, Doriska. Bonsoir, Sirma Kosso. Bonsoir, docteur Moka. Bonsoir, Doriska Mozenze. Voilà, alors, docteur, si vous êtes avec nous, je dirais ce soir, c'est parce que vous avez publié sur votre profil Facebook un post qui nous a interpellés et qui est intitulé de la manière suivante: première phase de mise en œuvre du plan de préparation et de riposte contre le Covid-19 au Congo-Brazzaville. C'est une analyse que vous avez proposée à ceux qui vous suivent et c'est une analyse implacable qui quasiment met à nu l'impréparation du Congo dans cette première phase qui consistait à avoir 0 cas. Et nous avons vu que ça a été très compliqué, d'après votre analyse, que le pays puisse déjà gérer je dirais, cette crise avant que les cas ne surviennent. J'aimerais que vous reveniez, docteur, pour expliquer la méthode que vous avez utilisée et les conclusions, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion pour dire exactement que les objectifs de la première phase n'ont pas été atteints. Merci beaucoup de m'inviter dans ce débat qui brûle actuellement le web sur l'approche stratégique et opérationnelle de mise en œuvre de toutes les mesures de lutte contre le Covid-19 au Congo-Brazzaville. Apparemment, je vous ai perdu là. Non, nous sommes là, docteur. Allez-y, on est là. Allez-y. Donc, je disais que merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat qui aujourd'hui brûle le web sur la stratégie congolaise de lutte contre le Covid-19. Au Congo, où un groupe de travail avait été mis en place, mais qui ne communique pas, du moins qui ne communique pas à la hauteur des attentes des populations, un pays où un ministre de la Santé à qui l'opinion ne fait plus confiance. Mais j'aimerais, avant de commencer, dire ceci. En tant que médecin de santé publique, je me considère comme expert et que c'est à nous les experts, c'est-à-dire aux médecins de différentes branches de la médecine et de la santé publique, c'est à eux de dire aux experts, de dire aux ministres de la Santé, c'est-à-dire aux politiques, ce qui doit se faire, qu'est-ce que c'est que ce virus, qu'est-ce que c'est que cette maladie et ce qu'il faut faire, afin que leurs décisions soient prises effectivement sur des évidences politiques. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner ceci, que jamais une épidémie, jamais une pandémie n'a attiré autant de patients, juste parce que c'est une maladie émergente, c'est la première fois que cette maladie apparaît. Donc, nous sommes devant un cas, une situation où c'est la première fois, c'est une nouvelle maladie, donc nous n'avons pas le traitement, nous ne savons pas comment l'aborder. Et qu'aujourd'hui, tous les pays touchés, on peut dire que tous les pays du monde touchés ont utilisé à peu près la même approche, la même stratégie, c'est-à-dire en intervenant dans 3 domaines principaux, notamment le curatif, la prévention et la recherche. Et s'agissant donc de la prévention, ici, il faut retenir 3 axes de travail. Tous les pays ont fait ça. Le premier axe de travail touche la mise en place d'un système spécifique de surveillance sur le Covid-19. Mais ici, de souligner ici que ce système spécifique vient en appui d'un système national déjà existant et qui existe dans tous les pays. Le deuxième axe de travail, toujours dans la prévention, touche les mesures à prendre, notamment la promotion des gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains et autres. Le troisième geste, le troisième acte à prendre, toujours dans le domaine de la prévention, c'est des mesures, ce que j'appelle les grandes mesures à prendre, qui va de la limitation des rassemblements, des manifestations, des événements qui touchent plusieurs personnes, jusqu'aux fermetures des frontières du pays. Ça, c'est dans le domaine de la prévention.
Et dans le domaine du curatif, il n'y a que deux choses essentielles à faire. Il s'agit en premier lieu de renforcer le dispositif d'analyse des laboratoires pour faire des tests, diagnostiquer le truc, et renforcer les dispositions des services de santé en ce qui concerne la prise en charge curative. Ça, c'est dans le domaine. Et dans le domaine des sciences, elle est orientée, il y a deux orientations principales, notamment l'orientation épidémiologique et fondamentale. L'orientation épidémiologique, il s'agit ici de connaître ce qui, quand et où arrive la maladie, c'est-à-dire de suivre la dynamique de la maladie. Et la recherche fondamentale, qui peut être orientée vers une meilleure connaissance du virus, et la recherche du médicament, c'est-à-dire des molécules capables de soigner et aussi capables de prévenir la maladie. Donc, pour revenir à mon poste, j'ai utilisé une méthode très simple d'évaluation. Mais alors, une méthode très simple, mais scientifique. C'est-à-dire, et il s'agit quand même de dire aussi que ma méthode est théorique, parce que je suis parti des documents de base du ministère de la Santé, notamment le plan stratégique d'un côté, et là, j'ai pris toutes les activités qui ont été listées dans la phase 1 et je les ai mis en parallèle avec les réalisations. Alors, comment j'ai obtenu les réalisations? Je me suis basé juste sur les déclarations, les conférences de presse de Madame la ministre ou du Premier ministre, qui faisait régulièrement des comptes rendus et autres. Et quand on met en rapport les deux, on réalise qu'il y a vraiment beaucoup d'écarts. Beaucoup de choses n'ont pas été réalisées et qui étaient prévues dans le plan. Mais il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir les raisons liées au manque de ressources humaines pour mener les activités. Il peut y avoir des raisons liées aux ressources financières, l'argent. Et je constate qu'au niveau de l'argent, le ministère de la Santé a pu mobiliser plus d'argent que prévu, puisque dans la première phase du plan de riposte et de préparation au Covid-19, le ministère de la Santé avait prévu 363 millions. Et qu'à la fin de cette première phase, on réalise que le gouvernement, l'État congolais a mis à la disposition de ce plan une somme de 444 millions. Donc, vous vous rendez compte que l'argent n'a pas fait défaut pour effectivement réaliser toute une série d'activités. Et puis, nous sommes allés activité par activité pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais en prenant quand même les grands domaines d'activité. Si vous prenez la surveillance épidémiologique, je pense que la surveillance épidémiologique a été un insuccès. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas pu détecter le système mis en place, je mets le système entre guillemets, mis en place par le ministère de la Santé et prévu dans le plan stratégique, n'a pas pu non seulement suivre, on appelle ça, les malades, mais il n'a pas pu aussi, comme il avait pris l'engagement, cantonner les personnes qui venaient des pays à haut risque. Ça, c'est juste un exemple pour vous parler de trucs. Alors, docteur, quand on entend ça, les conclusions, à quoi êtes-vous arrivé finalement? Bon. Disons vous faites bien de me poser la question, à quoi est lié ces écarts? Ces écarts sont liés, je pense, à un problème d'approche. Un problème d'approche. La première remarque que je voudrais faire, c'est sur le plan stratégique lui-même. Le document est illisible. Il y a des incohérences sur la forme et sur le fond. Vous prenez par exemple l'introduction, ils ont mis qu'ils vont aborder la lutte, ils vont organiser la réponse congolaise en tenant compte de l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé. Mais quand vous lisez l'organisation interne, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, vous ne voyez pas des personnes capables d'apporter leur expertise dans d'autres domaines que la santé humaine. Parce que One Health inclut non seulement la santé humaine, mais aussi des questions d'environnement et autres. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le plan prévoit 3 phases. La première phase, c'est-à-dire 0,4, la phase de préparation.
Et la deuxième phase, c'est dès qu'il y a le premier cas signalé jusqu'à 50 cas. Et la troisième phase à partir de 50 cas. Mais on ne sait pas pourquoi la deuxième phase se limite à 50 cas. Mais le plus important ici, puisque nous sommes dans la deuxième phase, le plus important ici, c'est que dans la première phase, la phase de préparation, il s'agissait de mettre à la disposition donc, des laboratoires, des services de l'épidémiologie, les services de médecine, notamment de réanimation, un certain nombre d'outils capables de les amener à être prêts à accueillir effectivement les malades, ce qui n'a pas été fait. Vous convenez avec moi, elle a prévu 1000 masques. Je pense que 1000 masques n'est pas suffisant pour couvrir même une situation de 2 cas d'épidémie. Au niveau de la réanimation, on ne sait pas ce qui a été fait. Au niveau des laboratoires, elle dit qu'il n'y a que le laboratoire national de santé publique qui a été renforcé. Alors que nous avons quand même Pointe-Noire qui est une zone d'activité assez intense qui accueille beaucoup d'étrangers. Non seulement qu'il y a un port maritime qui est là, mais aussi, vous savez que Pointe-Noire est desservie quotidiennement par plusieurs compagnies aériennes qui venaient des pays à risque, notamment l'Ethiopian Airlines qui vient de Chine et Air France qui atterrit pratiquement une fois les 2 jours à Pointe-Noire. Donc, il n'y a eu pas suffisamment de dispositions prises, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des laboratoires, qu'au niveau des services de l'épidémiologie. Docteur, on voit bien dans les 3 phases que vous avez énumérées dans votre poste, la question aujourd'hui est de savoir est-ce qu'il y a eu réellement une phase 1 au Congo? Oui, théoriquement, oui. Il y a eu une phase 1, théoriquement, puisque c'est prévu. C'est la phase de préparation quand on a 0 cas. Encore que cette classification ne ressemble pas à la classification des autres. C'est vrai que les autres pays ont classé aussi en 3 phases. Mais eux, les 3 phases, c'est-à-dire la première et la deuxième, répondaient à la phase où nous n'avons pas encore une contamination interne au niveau de la population. Or, on ne sait pas si dans la deuxième phase, là où nous sommes, si nous n'avons pas déjà des personnes qui ont été contaminées et qui résident au Congo, qui ont été contaminées par des personnes importées, puisqu'il n'y a pas eu la traçabilité, c'est-à-dire le système de surveillance n'était pas capable de suivre les personnes qui venaient des pays à haut risque. Non plus aussi n'a pas été capable, ça c'est une réalité, de suivre les personnes capables, aussi de suivre à partir des personnes contacts, je voulais dire, suivre la chaîne qui pouvait s'en suivre. Le système n'a pas été capable de le faire. Et que les quelques personnes, les deux ou 3 premiers cas qui ont été détectés, pas du fait du système de surveillance, mais du fait que les personnes, c'était eux-mêmes, c'était eux-mêmes présentés au centre de santé pour se dire qu'ils ne se sentaient pas bien, ils se sentaient malades. Il y a un point que je n'ai pas souligné qui doit fonder toute notre politique en matière de communication. Il y a la prise en compte de l'anthropologie et de la sociologie de la maladie. Et tout le message en matière de promotion doit tenir compte de cette question, c'est-à-dire quelle est la représentation que le Congolais se fait de la maladie, ou est en train de se faire, ou va se faire de la maladie. Ça, c'est un point très important parce que cette représentation va dicter la démarche de la personne, du citoyen, vers quel type de soins. Est-ce que la personne, par rapport à la représentation qu'elle a de la maladie, va aller vers un centre de santé, va aller à l'église, va aller plutôt chez un féticheur ou un guérisseur. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit prendre en considération pour insérer dans la stratégie d'élaboration des messages dans le cadre de la promotion de la santé. Finalement, aujourd'hui, lorsqu'on lit votre poste, docteur, quelles sont les propositions que vous pouvez rajouter, enfin réajuster, parce qu'on voit nettement que nous ne sommes plus en phase 1, la phase 1 est incomplète du fait de plusieurs dysfonctionnements, du manque, du défaut de préparation, déjà l'absence de préparation, d'équipement, de formation du personnel et surtout de sensibilisation de la population. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en phase 2. Qu'est-ce que nous pouvons, j'ai presque envie de dire, rectifier comme tir pour que nous puissions pouvoir réussir
en termes d'information et surtout de sensibilisation du personnel à ce niveau, à ce stade de la phase 2? C'est simple. Il faut revoir tout le dispositif mis en place jusqu'aujourd'hui pour préparer et pour faire face, pour coordonner l'activité de la réponse congolaise au Covid-19. C'est-à-dire remettre les experts, ce que les autres appellent les sachants, au centre des préoccupations, au centre des grandes décisions. C'est-à-dire, comme je le disais dans mon introduction, que ce sont les experts qui doivent dire aux politiques ce qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, afin que les politiques prennent des décisions sur la base des évidences scientifiques, et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire on décide, on met une commission qui décide de dire on va acheter des seaux pour laver les mains, on va acheter des lits d'hôpitaux, on va acheter 1000 gants, on va faire ceci, sans connaître, sans avoir la dimension du problème. Et ceux qui peuvent donner la dimension du problème, ce sont des experts. Et quel type d'experts? Nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Quel expert? Et là, nous prenons les meilleurs que nous avons. La crème de la médecine. Et la crème de la médecine se trouve où? Au CHU. Pourquoi au CHU? Parce que le CHU, c'est le sommet de la pyramide de recours aux soins dans notre pays. Donc ici, les premières personnes à être intéressées, à être impliquées, ce sont les chefs de service du centre hospitalier et universitaire, sur le plan médical. Tous les chefs de service sur le plan médical. D'ailleurs, la plupart ont des activités non seulement hospitalières, mais aussi universitaires. À côté de cela, nous les connaissons. En ce qui concerne la prévention, nous devons prendre les meilleurs que nous avons dans le domaine de la santé publique et de l'épidémiologie. Je suivais l'ancien représentant de l'OMS, le Congolais, Dr Pelé, qui est passé. C'est un très bon cadre qui a dit qu'il est disposé à apporter sa contribution. Et nous autres, à travers les débats que nous avons, les postes, notre participation dans les débats et autres, et aussi notre participation à cette émission est une forme de contribution, effectivement, à mettre en place un système assez solide qui va prendre les choses en main. Docteur, est-ce que vous pensez que finalement, si vous dites que les sachants sont absents, cette crise sanitaire est préemptée par les politiques? Parce que quand on voit, vous avez vu les 2 décrets qui ont été signés hier par le Premier ministre et le Président de la République, on constate qu'on a quasiment tous les ministres et une pléthore d'hommes et de femmes qui n'ont pas directement de lien avec la santé. Et aussi, on n'a pas vu là-dedans ni le directeur du CHU ou encore moins des chefs de service. Alors, j'ai pris connaissance hier soir de 3 ou 4 décrets qui ont été signés, où la lecture reste assez difficile. Mais le décret du chef de l'État ne me gêne pas fondamentalement. Mais plutôt, c'est les décrets qui ont été pris par le Premier ministre qui créent des commissions avec des incohérences en termes de terminologie et autres, qui créent des incohérences. Je pense qu'on aurait pu faire ceci au même moment qu'on adoptait le plan stratégique, puisque le Conseil des ministres hier ou d'avant-hier a adopté le plan stratégique de lutte contre le Covid-19 du Congo, on aurait pu prendre un texte global qui organise la riposte congolaise contre le Covid-19. Et là-dedans, on devait avoir un tableau complet qui nous évite, un tableau complet où on pouvait lire les différents liens organiques qui lient les structures créées, non seulement les liens organiques, mais aussi les liens fonctionnels. Or, ce qui n'a pas été le cas. Et nous, on constate aussi que les experts ont été, dans le décret du président de la République, on a créé un collège des experts, mais toutefois, on n'arrive pas à comprendre quel sera le lien fonctionnel. Comment ça va fonctionner? C'est-à-dire quel est le travail des experts? Comment le travail des experts sera apprécié? Quel est le travail d'un comité technique, et vous l'avez dit, il y a une ribambelle de représentants du ministère. Oui. Le texte est difficile à lire. Moi, je pense, et je proposerais même qu'on reprenne un seul texte qui organise la réponse. Non seulement que dans ce texte, on va trouver les grands axes de notre stratégie, encore que la stratégie est à revoir.
notre stratégie est à revoir par les experts. Parce qu'on ne sait pas qui l'a élaboré. Notre stratégie est à revoir. Non seulement qu'on trouvera, comme je disais, le plan stratégique, mais aussi toutes les structures qui seront impliquées dans ça. Et au cœur du dispositif, ce sont les sachants, les experts. On ne demande pas, les experts, on ne demande pas aux experts d'aller dans les ronds-points de Poto-Poto, d'aller à Infondo, d'aller à Kakamouika ou à Mouyunzi avec les mégaphones. Mais les experts qui seront au niveau central, c'est eux qui vont orienter toutes les démarches. Que ce soit la démarche sur le plan préventif, que ce soit la démarche sur le plan curatif, que ce soit la démarche sur le plan de la recherche. J'ai d'ailleurs suivi le docteur Koumi Francine qui est passé et qui a émis aussi ses inquiétudes du fait que les sachants n'étaient pas impliqués dans la démarche actuelle du ministère de la Santé. Quand on lit ce décret du Premier ministre, docteur, pour installer les experts, bon, il y a des tâches qu'on leur attribue. Hein. Ils doivent mobiliser des ressources et des expertises pour la conception, d'élaboration des approches stratégiques, le renforcement des capacités opérationnelles et l'exécution de leurs effets, proposer des mesures visant à prévenir. Voilà, on a là des tâches qui sont normalement dévolues à ces experts, mais la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on en a qui peuvent répondre à ça? Est-ce que le fait qu'on les ait mis quasiment en retard, parce qu'on a vu que c'est les politiques seuls qui sont exprimés, on parlait de communication tout à l'heure, on a vu le Premier ministre, on a vu M. Mongala, on a vu Mme Ikolo, on n'a pas vu un seul virologue s'exprimer publiquement sur la question, docteur. Oui, je fais le même constat que vous. Jusqu'à ce jour, les experts n'ont pas été associés pleinement, ou bien n'ont pas voulu s'associer. Mais si on ne les a pas associés, ça a été une erreur. Mais si les experts n'ont pas voulu s'associer, moi, je comprends parfaitement pourquoi. Parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver autour d'une table avec les non-sachants. Les non-sachants, ça ne veut pas dire des personnes idiotes, non, mais des personnes plutôt dans les domaines dans lesquels ils veulent, comment on appelle ça, être actifs. Il faut le comprendre tout simplement parce que si aujourd'hui nous partons, je vais, moi en tant que médecin de santé publique, parler de l'épidémiologie, le système de surveillance autour d'une table et en face de moi, la personne me dit, mais que voulez-vous? Nous, les gens sont arrivés, on les a internés, ils ont disparu, on n'a pas pu les suivre, ainsi de suite. Et donc, on s'est retrouvé avec 40% des gens qu'on ne pouvait pas suivre. Moi, ça, mais je dirais que mais ça ne devait pas arrêter la démarche, puisque si le protocole est bien élaboré, on devait être à mesure de prévoir les perdus de vue. Les perdus de vue, et avec le peu qui reste, on pouvait faire des études, des analyses et faire des extrapolations pour suivre la dynamique de la maladie qui est en train de s'implanter dans notre pays. Donc, sachez par nature aussi que les sachants, c'est des hommes qui ne sont pas faciles, surtout dans les domaines techniques. Donc, avec qui devait se discuter en face? Parce qu'on se retrouve dans une situation où le groupe que nous avons vu à la télévision et dans d'autres images, c'est le ministre avec quelques directeurs centraux. Certains sont des médecins que nous connaissons. Je ne dis pas que ce sont des mauvais médecins, d'autres sont des bons médecins. Mais ici, le ministre a quand même une autorité administrative sur ces médecins. C'est le ministre qui les a nommés. Donc, quelque part, leur liberté est limitée. Leur liberté. Or, ici, il s'agit de prendre des experts qui seront libres ou qui vont donner leur point de vue sur des questions d'une manière scientifique, d'une manière technique. C'est ça l'approche. Et le résultat. Docteur, on voit, excusez-moi, on voit nettement en fait que la gestion de la pandémie du Covid-19 au Congo a une dimension politique et n'est pas menée n'est pas prise en main par le scientifique. Est-ce qu'il y a un dialogue de sourds entre le scientifique et le politique et les scientifiques qui n'arrivent pas à s'imposer tout simplement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre les scientifiques congolais et leur politique? Est-ce qu'il y a une pression politique derrière pour que les scientifiques puissent se taire ou les scientifiques revendiquent une place qu'ils ne leur aient pas donnée pour pouvoir s'imposer dans la gestion de cette pandémie? Au niveau où nous sommes, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'il y a une politisation de la situation. Politiser ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. À la rigueur, c'est même très bien que les politiques s'approprient une stratégie.
puisque c'est en dernier ressort, c'est eux qui décident des orientations à donner, notamment en matière d'argent et autres. Donc, c'est une très bonne chose que les politiques s'approprient le problème. Mais toutefois, ils doivent tenir compte, comme je ne cesse de le dire, de l'avis des techniciens, parce que le problème, c'est un problème de maladie, et ne peuvent le traiter que ceux qui sont allés à l'école pour apprendre à traiter les questions de maladie. Les médecins de santé publique sont plus concentrés sur la prévention. Les autres médecins des spécialités cliniques sont concentrés dans le traitement. Donc, c'est eux qui doivent... Et puis, on a une catégorie des scientifiques qui sont concentrés dans la recherche. Donc, ce sont ces trois catégories qui doivent être fondamentalement impliquées. Mais nous n'excluons pas, comme je l'ai dit tantôt, d'amener autour d'une table les anthropologues, les sociologues, ils doivent être là, on peut les trouver à l'université, et pourquoi pas dans une certaine dimension, les philosophes et peut-être quelques juristes, puisque les mesures qui sont en train de se prendre sont des mesures, quelque part, qui touchent aussi aux libertés des personnes qui sont garanties par la Constitution. Donc, le meilleur contour à prendre, quel est le meilleur contour juridique à prendre? Ça, c'est les juristes qui peuvent nous dire. Et quelle est la meilleure approche, le raisonnement? Bon, on peut se faire aider par quelques philosophes et des anthropologues. Ils peuvent être autour de la table. Docteur, nous constatons aujourd'hui, quand on analyse la première phase qui a fait l'objet de votre poste, vous nous parlez d'un budget qui était au-delà de ce qui a été demandé, donc de 121%, 440 millions. Aujourd'hui, dans la phase 2, il y a un budget qui a été officiellement, je dirais, rendu public par le Conseil des ministres pour combattre le Covid-19 de plus de 21 milliards. Il y a déjà 841 millions qui ont été mobilisés dans les actions. Sur le terrain, on ne voit rien. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique de mettre l'argent dans cette crise, mais on constate que les résultats attendus ne sont pas là. Comment faire pour bien mobiliser, bien orienter cet argent afin qu'on voit des résultats? Parce que là, ça pose quand même un problème. Si vous prenez la somme que vous avez indiquée au départ de 440 millions qu'ils avaient, plus les 841 millions qui ont été dépensés, on est déjà à 1 milliard déjà dépensé entre la phase 1 et le début de la phase 2. On ne voit pas de résultats ni en curatif, ni en préventif, et encore moins, je dirais, en fondamental. Oui, Sire, excuse-moi, je vois bien que tu veux manger ton mot dans ma bouche, mais ça ne me dérange pas. Alors, juste du début du déclenchement des activités de lutte contre le Covid-19, du moins au Congo-Brazzaville, à ce jour, nous n'avons pas connu un problème d'argent. Le président de la République a mis à la disposition du ministère de la Santé l'argent nécessaire pour organiser la réponse, préparer notre réponse. La réponse, il n'y a pas eu de problème d'argent. Comme on le fait partout ailleurs, lorsqu'il y a des réalisations, il s'agit, pour Madame la ministre, puisqu'elle est en avant, d'amener les caméras, y compris Jeanne TV, Télé Congo, TV5 et autres, d'aller montrer ce qui est en train de se faire. D'aller montrer ce qui est en train de se faire. Si on dit qu'on a équipé les services de réanimation du CHU et qu'on a réquisitionné un bâtiment au CHU, c'est simple, il faut prendre des caméras, il faut prendre la télévision, il faut prendre la presse, les amener sur le terrain, qu'ils filment quel type de matériel et autres. Aujourd'hui, nous ne connaissons même pas la traçabilité du matériel qui est commandé. Bon, je dirais peut-être que parce que moi, je suis loin, mais c'est des choses à dire dans le cadre de la transparence. Et c'est pour cela que les experts sont très actifs aujourd'hui dans leurs réactions et autres, parce qu'il faut la transparence. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec 20 malades au CHU, est-ce qu'ils seront accueillis? Imaginez-vous 20 malades et que les 20, ou bien dans les 20, 15 puissent avoir des complications pulmonaires. Est-ce que le service de réanimation est à mesure de les accueillir? Et ça, pour répondre à ça, ce n'est pas seulement un problème de discours. Il s'agit de montrer que voilà le matériel qui a été acheté, comment le service de réanimation a été installé et quel type de matériel. En plus, même sur le plan médical,
pourquoi il faut associer les sachants? Nous savons que c'est une maladie qui touche majoritairement les personnes âgées. Je n'ai pas dit que ça ne touche pas les plus jeunes. Mais ça touche, le constat est que, en suivant la dynamique de la maladie, ça touche majoritairement les personnes les plus âgées. Et nous savons que les plus âgés qui vont à l'hôpital sont contaminés, mais sur fond d'autres maladies. Ça peut être le diabète, l'hypertension, le cancer et autres, qui nécessitent, même par curiosité scientifique, que si c'est un cancer, que le médecin en réanimation peut associer, même par curiosité, pas seulement pour déterminer l'approche thérapeutique, même par curiosité scientifique, associer son collègue de carcinologie, de cancérologie, dans le traitement, dans la définition de la prise en charge médicale. Ça peut arriver que ce soit un diabétique. C'est tout à fait normal que le collègue, le médecin réanimateur qui est là, puisse associer son collègue des maladies de métabolisme pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, et ainsi de suite. Donc, ici, je reviens encore sur le rôle que doivent jouer les sachants. Il faut les mettre au cœur du dispositif. Et les sachants n'ont pas demandé qu'on leur donne l'argent pour aller acheter des micros, qu'on leur donne de l'argent pour aller acheter des caméras thermiques et autres. J'ai lu dans le compte rendu du Conseil des ministres que les caméras thermiques ont été achetées. Bon, peut-être qu'on les a montrées à la télé, mais moi, je n'ai pas vu. De temps en temps, je suis l'actualité, je ne les ai pas vues. Je crois que ça a été acheté. Il faut qu'on sache, ça a été installé où? Il faut qu'on sache, ça a été installé. Moi, je crois que ça a été acheté, mais ça a été installé où? Et quel type de caméra? Les thermoflash, on les voit. On les voit, ça a été acheté. Mais les autres choses, on les trouve où? Docteur, on voit aujourd'hui que plusieurs patients sont actuellement au CHU. On est passé en espace de 24 heures de 4 cas à 19 cas. Et on a du mal à savoir aujourd'hui de quelle sorte ou de quelle manière a été faite la détection du Covid-19 chez ces cas. Plusieurs personnes nous ont rapporté que c'était uniquement par prise de température. On sait aujourd'hui que la prise de température n'est pas un seul ou le seul paramètre fiable pour pouvoir détecter le Covid-19. Nous savons tous que lorsqu'une personne est atteinte de la malaria, elle peut faire du palu. Les personnes peuvent se retrouver en hyperthermie quand il fait trop chaud. On a donné l'exemple des mamans qui vendent au marché. Donc, ce n'est pas une donne fiable pour pouvoir prédire qu'un patient est atteint du Covid-19. Par ailleurs, vous parlez de dynamique d'évolution de l'épidémie, sachant que nous n'avons pas eu de cas zéro et on a des alertes un peu partout. Est-ce que ce serait les données que nous allons récolter sur le plan épidémiologique seront exploitables? Il faut faire la part des choses. Dans le contexte du Congo, et même d'ailleurs, la prise de température est un indicateur important. Mais je ne crois pas qu'il y ait un médecin ou un infirmier qui ait posé le diagnostic sur cette base. Je ne crois pas. Mais ça reste un indicateur très important pour d'autres investigations afin de déterminer. Et ici, le test au laboratoire est capital. Et là aussi, je constate, Madame la ministre, pour la première phase, quand je lis son document, sauf si ça a été modifié, la version remise au Conseil des ministres, mais la version que j'ai, elle avait prévu 1000 tests. Je n'ai pas besoin de démontrer que ce n'est pas suffisant au laboratoire. Elle a prévu 1000 tests. Ce n'est pas suffisant. Ici, il s'agit d'acheter des tests, de mettre ça à la disposition des laboratoires, mais pour que les laboratoires soient en mesure d'organiser le diagnostic, il faut mettre les appareils. Jusque-là, je ne sais pas si Pointe-Noire, il y a un appareil de diagnostic, certainement ces jours-ci. Mais quand je regarde le compte rendu du Conseil des ministres, apparemment, on est en voie de doter Pointe-Noire. Et Brazzaville ne devait pas se limiter seulement au niveau du laboratoire national. Il faudrait que l'hôpital de Talangaï, l'hôpital de Makelekele, le centre hospitalier universitaire puissent aussi être capables aujourd'hui de faire ces tests. Le diagnostic n'est pas seulement sur la base clinique, mais s'appuie aussi sur les examens complémentaires. Et l'examen complémentaire le plus important ici, c'est le résultat du test. Mais la température oriente. Docteur, quand on voit ces chiffres qu'on nous donne, hein, quand on passe de 4 à 19,
Est-ce que vous pensez comme nous que ça peut être minimisé pour ne pas affoler le public, ou bien nous sommes dans une situation réelle, étant donné qu'on a du mal déjà à contrôler et que la plupart des personnes qu'on connaît aujourd'hui, des cas positifs, c'est des personnes qui sont venues volontairement vers les services? Autant le dernier constat que vous faites, que les personnes sont venues volontaires vers les services, peut être vrai, mais autant je n'imagine pas qu'un politique puisse intervenir pour cacher les chiffres. On peut tout faire lors des épidémies, sauf faire ça. Il faut être très transparent lors des épidémies. Et je ne pense pas qu'il y a eu une démarche comme ça. Tout juste, le système de surveillance n'a pas marché. Le système de surveillance n'a pas marché. Et le système de surveillance, effectivement, consiste à détecter des personnes qui présentent déjà des signes qui peuvent orienter vers la maladie. Vous avez parlé de la température, du rhume, et puis des douleurs. Ils peuvent déjà orienter, et il n'y a que l'examen qui peut conclure, qui peut décider oui ou non la personne est malade. Mais ça n'a pas été fait. Ou si nous prenons l'exemple de Singapour ou bien de la Corée du Sud, eux, ils ont eu même à faire des sondages au niveau de la population. Ce qui les a amenés à détecter des malades, à se rendre compte qu'on n'était plus seulement au stade des cas importés, mais la maladie circulait déjà dans la population. Donc, à partir des sondages, on pouvait mener, et les sondages, on peut les mener où? On peut mener les sondages au niveau des centres de santé et autres formations sanitaires. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit le système de surveillance en cas d'épidémie. Donc, les capteurs d'information sont branchés dans les services de triage, donc les services de réanimation, les services de triage, ceux qui accueillent les malades, les centres de santé, et puis dans les laboratoires. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous ne sommes même pas encore passés à la surveillance communautaire, c'est-à-dire chercher à détecter les personnes suspectées, que nous pouvons suspecter d'être malades et les amener à faire des examens. Nous ne sommes pas encore arrivés même à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il faut faire au stade actuel, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Vu le retard que nous constatons, docteur, est-ce que l'outil numérique peut permettre notamment à accompagner, à aller un peu plus rapidement, je dirais, dans la prise en charge de cette maladie? Aujourd'hui, le numérique est utilisé partout. Si vous prenez dans la prévention, que ce soit dans la prévention, dans le curatif, on ne peut pas se passer de l'outil numérique. Il ne sert pas seulement à communiquer. Je vois que vous voulez parler de communiquer. Ça, c'est important. Mais même dans l'exercice de notre travail, moi, en tant que médecin de santé publique, lorsque je mène une étude épidémiologique, je ramasse les débats, je rassemble et collecte les données, mais quand je les amène, je les analyse sur la base des outils informatiques. Les outils informatiques qui évoluent, c'est pour cela que dans notre carrière, nous sommes obligés au bout de 4 ans, 5 ans, d'aller se recycler pour maîtriser les nouveaux outils qui sont en train de sortir. Si vous prenez aussi dans le domaine de l'analyse médicale, l'informatique est présent, que ce soit en réanimation, bon ça je ne vous apprends rien, en réanimation, l'informatique est là. Mais non, en matière de promotion de la santé, c'est capital. C'est capital. Avec tout ce que nous avons comme outils, comme applications, on peut même créer des applications aujourd'hui pour la traçabilité des malades et autres, ça c'est possible, capital. Alors, nous avons reçu hier avec Doriska, Dexter Omono, qui propose en fait une application qui est déjà toute faite, mise à la disposition à titre gracieux du gouvernement pour suivre, informer, prévenir et en même temps faire de l'autociblage. C'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition à condition que ça soit validé. Oui. Qu'ils n'amènent pas ça dans le comité actuel des experts pour que ça soit directement mis en utilisation. Il faut que ça soit validé par des experts. Non seulement des experts en santé, mais aussi des experts dans le domaine de l'informatique pour voir la fiabilité. Est-ce qu'effectivement les données qui sortiront de là sont des données fiables? Voilà, en attendant d'avoir ces données fiables, docteur, nous sommes aujourd'hui à la phase 2. On a l'impression que ça va aller très, très vite. Quels seraient les correctifs? Docteur, quand on voit ces trois organes qui ont été mis à place, la task force, le comité technique et le collège des experts, on compte quand même qu'il y a des centaines de personnes en tout. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir un comité de crise plus réactif en termes de nombre ou plus réduit? Quelle pourrait être votre proposition, docteur? Le problème d'avoir des groupes de travail
aussi étoffé, c'est au niveau de la délibération. Ça, c'est le problème. Comment les délibérations vont se faire si vous avez un groupe de travail de 50 personnes? Comment les délibérations vont se faire? Et encore, tel que je vois les textes, présidés par le ministre de la Santé. Donc, on revient encore sur la nécessité de mettre les experts au centre de la décision. C'est pas eux qui vont décider qu'il faut donner l'argent à un tel et autres, mais au moins, eux, ils vont donner des idées qui vont amener les politiques à décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des évidences scientifiques. Il n'y a pas que les médecins, en plus, quand on parle d'experts. Et tout à l'heure, je parlais des anthropologues, je parlais des sociologues, je parlais des biologistes, de ces chercheurs-là. Donc, il faut les mettre au centre du dispositif. Il faut les mettre au centre du dispositif. À partir de ce qu'ils disent, se construisent maintenant tout l'arsenal matériel à mettre et toutes les stratégies. Mais on ne peut pas commencer par acheter le matériel et ensuite dire aux gens, venez, allez le matériel, allez travailler. Docteur, moi, je voudrais revenir sur les nombres de phases, parce que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Vous pouvez peut-être nous éclairer sur quelle base ils ont réussi à définir ces phases, en sachant phase 1, 0K, la phase 2, de 0 à 50K, et la phase 3, de 50K et plus. Quelle a été la démarche, en fait, pour pouvoir définir ces intervalles? Alors, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont opéré cette classification, mais toutefois, comme en France, par exemple, en France, la classification en phase est effectivement en 3. Il y a la première phase, la deuxième et la troisième. Cependant, en France, la première et la deuxième phase correspondent dans des situations où nous n'avons pas encore des cas dans la population. Parce que nous n'avons pas encore des cas dans la population. Et que la première phase, donc alors en ce moment-là, vous me poserez la question, pourquoi distinguer alors la première et la deuxième? Tout simplement, la première, on n'a pas encore des cas. La deuxième, on a des cas, sauf que c'est des cas importés. Mais non, la démarche qui consistait à dire la deuxième phase, c'est de 1 cas à 50, à ça, je ne saurais pas vous répondre parce que je pense que nous avons déjà des cas dans la population. À partir du moment où nous n'avons pas réussi à suivre les personnes contacts ainsi que la chaîne de transmission éventuelle qui pouvait en suivre. Et puis, il faut signaler une chose. La gravité de la maladie étant modérée, la tentation est grande pour un citoyen de négliger la maladie, de fuir l'hôpital. Parce que la personne va se dire, je suis malade, si c'est le Covid-19, je serai hospitalisé en moyenne pour tant de jours. Moi, je nourris mes enfants tous les jours, alors je préfère ne pas aller dans un centre de santé. En ce moment-là, le moyen le plus efficace, c'est la surveillance épidémiologique, dans la communauté, bien sûr. Docteur, aujourd'hui, on voit que le Congo avance. Le Congo a besoin de ses enfants. Nous avons reçu le docteur Pelé tel que nous vous recevons aujourd'hui, qui était disponible. Nous avons l'impression, en regardant du côté de Brazzaville, que la diaspora gêne, qu'il y a un problème. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous êtes prêt à rejoindre, je dirais, ces équipes pour apporter votre expertise par rapport à la situation du pays? Moi, je ne suis peut-être pas dans une position comme ça, c'est-à-dire je travaille entre Brazzaville et Kigali. Je suis le président de la Fondation Résurgence pour la surveillance des grandes endémies dans le bassin du Congo. Donc, je travaille à Brazzaville comme dans d'autres pays d'Afrique centrale. Mais si je suis appelé à apporter ma contribution dans le domaine qui est le mien, pourquoi pas? Et je pense que je suis déjà en train de l'apporter, puisqu'il m'arrive d'envoyer des propositions officiellement aux experts qui sont en train de travailler. Il m'arrive de discuter avec eux, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par d'autres réseaux sociaux, notamment Facebook et autres, parce qu'il y a un monsieur qui est très actif, là, qui essaie de publier quelques informations venant de ce comité technique, monsieur Franck Ebata, et avec qui il arrive qu'on s'échange en live.
d'une manière ouverte par les réseaux sociaux. Donc, je pense que j'apporte déjà ma contribution, même à travers l'entretien que nous avons, c'est une façon d'apporter ma contribution. Mais ma contribution serait très bien orientée vers la surveillance de la maladie. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place un système de surveillance de la maladie. Madame la ministre a dit devant les parlementaires que le système de surveillance épidémiologique est mis en place et marche. Et nous, on n'a pas vu le protocole de ce système de surveillance. On n'a pas vu le système de protocole de surveillance. Donc, pour moi, qui suis expert, aucun élément ne pouvait m'amener à croire qu'il y a un système de surveillance qui marche. En août 2019, j'ai procédé, dans le cadre de ma fondation, à une évaluation des capacités des postes sanitaires aux frontières au Congo. C'était officiel, avec l'autorisation du ministère de la Santé. Et j'ai travaillé avec la direction de l'hygiène et de la promotion de la santé pour évaluer les capacités des postes sanitaires aux frontières. Et là, nous avons travaillé donc avec Maya Maya, le beach et le port de Yoro. S'agissant du port, de l'aéroport de Brazzaville, le plus célèbre d'ailleurs, et nous avons constaté, comme l'OMS d'ailleurs, qui était passé déjà faire une évaluation 6 mois avant mon passage, qu'il y avait beaucoup de manquements. Il y avait beaucoup de manquements. Et je vous rappelle qu'un poste de contrôle sanitaire aux frontières a trois fonctions. Il y a la fonction épidémiologique, donc contrôler les malades et autres, de telle façon que les maladies infectieuses n'arrivent pas à traverser facilement les frontières sans que les malades ne soient suivis. Il y a la fonction clinique, donc les passagers qui arrivent ou qui partent peuvent tomber malades, peuvent chercher à se référer à un centre de santé pour tel problème. Aussi, les bases aériennes regroupent un certain nombre de personnes, notamment les policiers, tout le dispositif pour entretenir un avion et autres, de transport et autres. Et il y a aussi le volet phytosanitaire, phyto-sanitaire. S'agissant de Maya Maya, nous avons constaté par exemple que les 3 volets sont séparés. Au niveau de la base des passagers, il n'y a pas le volet phyto-sanitaire. Nous avons constaté que l'aéroport de Maya Maya a été conçu sans prévoir des espaces pour les services de santé. Nous avons constaté, vous n'allez peut-être pas me croire, qu'un bureau avait été mis à la disposition de ce service qui fonctionne, de Maya Maya, il n'y avait pas d'eau. Et que le personnel de ce service devait utiliser les toilettes publiques. Je ne m'arrête pas là. Lorsque nous passons au niveau du personnel, j'ai constaté personnellement que plus de la moitié du personnel n'était ni le personnel médical ni paramédical. Ni médical, ni paramédical. Mais ils arrivaient quand même à poser, de toute façon, ils arrivaient quand même à poser des actes qui relèvent des paramédicaux. Deuxième, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun moyen de transport pour évacuer en cas de situation d'urgence un passager qui arrivait dans une situation de maladie, de l'évacuer vers un centre de référence. Il n'avait pas de véhicule. Alors, je ne parle pas des tenues de protection. Au moment où je suis passé en août 2019, ça n'existait pas à l'aéroport. Au niveau du poste de Yoro, il n'y avait pas un service sanitaire. La même situation de l'aéroport de Maya Maya, on le retrouvait au beach de Brazzaville, où même le personnel n'avait même pas de local où travailler. Quand il pleuvait, il devait aller se réfugier quelque part. Et ça, mon rapport, j'avais mis ça à la disposition du ministère de la Santé. Donc, on est confronté à des problèmes élémentaires de ce genre, où avant de mettre en place le système spécifique, comme je l'ai dit au début, de surveillance au COVID-19, nous devrions d'abord avoir un état des lieux. Mais en ce qui concerne les postes sanitaires aux frontières, le ministère l'avait, même si le ministère peut dire aujourd'hui qu'il n'avait pas mon rapport, mais l'OMS a eu à faire ce travail d'évaluation. Lors de la première flambée épidémique d'Ebola au centre de la RDC, les experts de l'OMS sont passés, ils ont fait des évaluations au niveau du poste de frontière.
Et moi, je suis passé 6 mois après. J'ai fait aussi le même travail. Docteur, 3 préconisations par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il faut, comme je le disais, la première des choses, il faut revoir le dispositif mis en place pour organiser la réponse congolaise. En essayant de réduire en termes numériques le nombre de participants et en associant les sachants. Mais alors, en associant les sachants, en définissant très bien leur rôle. Pour le faire, le président de la République doit prendre un décret unique qui organise la réponse du Congo contre le Covid-19. Et dans ce décret unique, pour permettre une meilleure lisibilité, dans ce décret unique, on va retrouver non seulement les grands axes de notre stratégie. Là-dedans, on ne va pas aborder l'approche opérationnelle, mais aussi toute la structure organisationnelle mise en place plutôt pour répondre à ce besoin. Ça nous permettra d'avoir un tableau de bord où facilement nous pouvons voir les liens organiques et fonctionnels des différentes structures mises en place. Voilà les 2 propositions que j'ai. Bon, c'est vrai, si les choses sont faites comme ça, j'imagine que les aspects liés à la gestion financière, à la gestion matérielle et autres vont aussi être placés quand même parmi les préoccupations essentielles, puisque l'argent, pour ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher à cet argent. Si l'État fait sortir de l'argent pour le Covid-19, il ne faut pas toucher. Il faut faire ce qui a été prévu. Il ne faut pas toucher cet argent. Docteur, avant de nous séparer, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce qui se passe actuellement en Afrique, qu'on puisse faire de la veille sanitaire concernant le Covid-19. Nous savons tous que le 3 mars, des chercheurs chinois ont réussi à démontrer que le gène du Covid-19 avait subi une mutation. Donc actuellement, il y a 2 souches qui circuleraient dans la population, la souche S et la souche L. L'une des 2 est plus virulente que l'autre. Et je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de l'Afrique, les laboratoires de recherche sont en train de travailler sur toutes ces données? Parce qu'on voit à travers le monde que tous les laboratoires de recherche sont en train de publier des résultats. Nous avons du mal à accéder à des papiers des laboratoires africains. Je pense que je suis mal placé pour répondre à ça, comprenant votre question, mais ça fait partie des axes de travail à retenir, comme je l'ai dit dans mon introduction, au niveau de la recherche. Et c'est là où la recherche se croise avec la surveillance. Parce que parmi les objectifs de la surveillance, il y a la caractérisation virologique du Covid-19 que nous pouvons engager. C'est-à-dire pour voir s'il y a des mutations, si il peut y avoir des mutations autres, ça c'est la recherche. Et ça, l'information ne peut nous donner que les laboratoires de recherche. Et une personne qui est très bien placée pour vous répondre là-dessus, c'est Madame Francine Touny. Et c'est pour cela qu'il faut l'associer. Docteur, est-ce que vous croyez qu'il y a encore le moyen de redresser la barque au Congo concernant le Covid-19? Bien sûr. Ah, bien sûr. On m'a dit que le président parle ce soir. C'est déjà une deuxième étape d'appropriation du président de la République du dossier. Donc, il y a de l'espoir. Mais nous n'allons pas baisser la pression. Parce qu'au niveau du président, ça c'est un niveau, ça c'est le niveau politique, mais il y a un niveau charnière entre l'administration, la politique et la technique, c'est le niveau du ministère de la Santé, notamment le niveau du ministre, donc, qui a une dimension politique, administrative et qui doit gérer les scientifiques. Le problème de la médecine, c'est un peu comme dans l'armée. Si dans l'armée, ce sont les galants, donc ce sont les galants,
celui qui est plus gradé, comment celui qui est moins. Au niveau de la médecine, c'est la même chose. Nous, nos galons, ce sont les diplômes. Et nous avons les mêmes termes, les termes stratégie, les termes opération, ainsi de suite. Donc, et la crème aujourd'hui, ce sont ces professeurs de médecine. Ce sont ces professeurs de métier qu'il faut mettre au cœur de la décision. Au cœur de la décision ne veut pas dire que ce sont eux qui vont décider. Mais eux, ils vont donner les informations, ils vont mettre à la disposition des politiques les informations qui aideront les ministres, qui aideront le président de la République, qui vont aider le Premier ministre à décider, comme je l'ai dit, et je ne cesserai pas de le dire, avec des évidences scientifiques. Docteur Moka, merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci pour ce temps d'échange qui est devenu très important parce que la parole des sachants est recherchée aujourd'hui, elle se fait rare, elle arrive au compte-gouttes, mais elle arrive. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On espère que vous reviendrez pour éclairer la lanterne des Congolais au fur et à mesure de la situation que nous observons. Merci à vous d'avoir pris ce temps d'être ici. Merci à Sir Makosso d'être là en deuxième ligne, fidèle au poste par rapport à la situation du Covid-19. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui êtes toujours aussi nombreux pour pouvoir échanger avec nous. Nos programmes continuent, restez connectés. Rendez-vous à 19h30 pour préparer le débat sur le discours du président de la République. À très bientôt sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Au revoir. Merci beaucoup.